Bonjour à tous. Peu importe que peu de personnes s'intéressent à ce que je vais développer ici, Adam Smith fait partie des penseurs essentiels du XVIIIe siècle, et sa théorie des sentiments moraux est une base importante pour saisir l'origine de ce que nous nommons la conscience morale. En effet, dernièrement j'ai eu l'occasion d'aborder différentes considérations freudiennes, puis sadiennes, qui tendaient à faire de la moralité une construction destinée à réprimer les pulsions destructrices et antisociales de l'homme. Toutefois, il existe une façon différente de voir les choses, une manière de se rapporter aux sentiments moraux qui repose sur l'empirisme, et que le génial David Hume a développé de façon extrêmement intéressante au livre 3 de son traité de la nature humaine. Ce n'est toutefois pas de Hume dont je vais vous parler ici, mais ça sera peut-être pour une autre fois, mais de Adam Smith, grand théoricien du libéralisme auquel j'ai, jadis, consacré une grosse vidéo sur sa théorie libérale et politique. La théorie morale de Smith, relative à ce qu'il nomme la sympathie, est fondamentale et nous permet d'envisager un fondement aux sentiments moraux qui ne soit pas strictement artificiel comme c'est le cas chez Sade ou Freud, et qui soit une alternative à la pitié rousseauiste ou chez Schopenhauer. En effet, le point que j'ai décidé de mettre en avant pour faire évoluer notre réflexion sur la sensibilité humaine et sur la façon dont nous développons notre conscience morale est le suivant. Si nos normes morales sont des constructions, comment expliquer que nous soyons amenés de façon naturelle et instinctive à conserver un tant soit peu les comportements que nous avons acquis par le biais de notre éducation? Mieux, comment expliquer que nous soyons amenés à tenir compte naturellement du regard de notre prochain une fois mis à son contact et que nous soyons amenés à partager un certain nombre de principes qui puissent nous permettre de nous entendre et de cohabiter? En effet, si la morale n'était qu'une construction arbitraire mais néanmoins nécessaire pour nous protéger d'éventuels débordements, elle serait sans doute davantage relative, et surtout si l'homme était naturellement programmé pour ne pas respecter son prochain ou le soumettre, on peut raisonnablement penser qu'il serait impossible de parvenir à s'entendre sur un certain nombre de principes qui demeurent au fondement de notre vie en société. C'est précisément sur ce point que Hume et Smith, son bon ami, s'accordent pour dire que la morale n'est pas une pure construction, dans la mesure où l'homme ne peut vivre en étant seul et replié sur lui-même, et que sa présence au contact de l'autre entraîne un certain nombre de sentiments qui demeurent à la racine même d'une morale commune. Le fait que ce qui semble légitime d'une culture à l'autre soit sujet à variation ne prouve pas qu'il n'existe pas de bien ou de mal, sinon il serait impossible à toute communauté de s'entendre sur un certain nombre de principes et de cohabiter. De plus, selon Hume, tout comme pour Smith, la morale n'est pas le produit de la raison, comme faculté suprasensible nous dictant une sorte de commandement, mais le résultat de notre sensibilité et de nos sentiments. De fait, la morale n'est pas contre nature, et ce que nous nommons la conscience morale ne l'est pas également, puisque nos sentiments moraux, nous informant sur ce qui est bien ou mal, suivent un cours naturel une fois que nous sommes mis en présence d'autrui. Si l'homme pouvait survivre seul en étant replié sur lui-même, on pourrait toujours objecter le fait que la morale soit une construction pour protéger les plus faibles qui ne pourraient pas se défendre en étant livrés à eux-mêmes. Mais le fait que les hommes s'associent parce qu'ils comprennent bien qu'il ne leur est pas possible de faire autrement, tend à prouver que la morale, finalement, suit un prolongement naturel. Cette association des hommes qui semble intéressée de prime abord n'exclut pas, par fréquentation, la venue de sentiments moraux, et c'est sur ce point que Smith consacre un ouvrage qui va nous intéresser ici, à savoir la théorie des sentiments moraux, et en particulier les deux premières parties de cet ouvrage. La première partie consistant dans l'exposition de sa théorie de la sympathie, et la deuxième en tirant des conclusions vis-à-vis du mérite ou du démérite de nos actions. Il convient de noter que si la théorie des sentiments moraux de Smith est souvent distinguée de son autre grand ouvrage qui est l'enquête sur l'origine de la richesse des nations,
l'un et l'autre ne sont pas en rupture, voire en opposition, comme on a trop souvent tendance à le dire ou à le penser. On a trop tendance à caricaturer Smith et à en faire un horrible antéchrist, en voyant sa théorie de la main invisible comme une théorie foireuse responsable de tous les maux du monde, et à distinguer celle-ci de sa théorie morale. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans cette fameuse vidéo à laquelle je vous renvoie, Smith n'est pas responsable des affreux contresens que les néolibéraux ont effectués avec leur maudit ruissellement à la noix, et en plus sa théorie morale n'est pas réellement séparée de sa théorie économique et politique, puisque dans la théorie de Smith, la vertu de bienveillance, qualité morale la plus rare et la plus estimée, est fondamentale pour diriger un État et éviter les écarts de richesse trop importants. Mais j'ai déjà longuement expliqué tout ceci, donc venons-en à la théorie des sentiments moraux à proprement parler. Tout d'abord, commençons par présenter ce qu'est la sympathie, car il s'agit du concept central qui permet à Smith de théoriser l'origine empirique de nos sentiments moraux. Par sympathie, Adam Smith n'entend pas le fait de bien aimer quelqu'un ou de le trouver sympathique. Être en sympathie avec lui, c'est tout simplement être réceptif à sa présence et à son comportement et pouvoir en être affecté. C'est lorsqu'une connexion s'établit entre moi et l'autre et que j'agis en tenant compte de l'influence qu'exerce mon prochain sur moi. La sympathie est une réceptivité naturelle, nous rendant capables d'être affectés de manière agréable par les actions bienveillantes d'autrui, tout comme d'être affectés par des actions nuisibles à une vie en société. Autrement dit, nous ne sommes pas naturellement indifférents les uns par rapport aux autres, et la preuve factuelle de tout cela, c'est que si nous étions des espèces d'atomes sociaux, isolés les uns par rapport aux autres et n'ayant rien à faire de ce que l'autre peut dire, faire ou penser de nous, nous ne vivrions pas en société, mais chacun dans une grotte en ermite. Et surtout, les sentiments moraux existent et découlent naturellement de l'observation des effets de nos actions sur l'autre. Par sympathie, lorsque nous naissons dans une famille, tout enfant étant le résultat d'un acte de reproduction nécessitant 2 personnes, jusqu'à preuve du contraire, nous apprenons quels actes seront appréciés de nos parents ou dépréciés par ceux-ci. Lorsque nous sommes confrontés à une altérité dans la vie de tous les jours, lorsque nous agissons de telle ou de telle manière, nous pouvons voir par le biais du regard de l'autre, par l'expression de son visage, si nous emportons son approbation ou sa désapprobation. Selon Smith, le regard de l'autre joue un rôle essentiel, voire structurant, dans le développement de nos sentiments moraux, et nous-mêmes, nous sommes capables de ressentir sous la forme d'un sentiment naturel si un acte nous paraît moral ou non. Mais ce sentiment est initialement conditionné par une sorte de prise en compte de l'autre dans la structuration de nos idées de bien ou de mal. Nous avons tendance à apprécier les actes qui profitent à tous parce que nous avons pris l'habitude de nous sentir récompensés par autrui. Nos parents ou nos proches par exemple, lorsque nous faisons quelque chose de profitable aux autres et pas seulement à nous-mêmes. Le regard approbateur ou désapprobateur d'autrui nous fait développer des sentiments moraux de manière naturelle au contact des autres, puisque la vie en société répond à un phénomène d'association naturelle, je le rappelle. Mais d'où vient précisément ce sentiment qui fait que je ressens qu'une action est bonne ou mauvaise, au même titre que je sentirais qu'un objet est froid ou chaud? Smith faisant de la morale quelque chose de directement en prise avec notre sensibilité. Eh bien, c'est là qu'on en vient à l'un des aspects les plus intéressants de sa théorie. Il s'agit d'un concept qui est celui de spectateur impartial et qui demeure une alternative empirique à ce que nous avons pour habitude de nommer la conscience morale. Qu'est-ce que le spectateur impartial ? Eh bien, c'est pour Adam Smith le résultat d'une abstraction de notre esprit qui découle du point que j'ai énoncé précédemment. Dès que je nais dans un ensemble familial, que je suis amené à observer que mes actions ont des effets profitables ou nuisibles sur les autres et sur moi-même, que je fais l'expérience de l'approbation de la désapprobation d'autrui, je vais développer par expérience des idées de ce qui est bien ou mal.
Je vais ressentir directement, comme si j'avais développé un sixième sens, on peut le dire, ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, et je vais le ressentir parce qu'en moi, j'ai intériorisé la somme de ces expériences qui m'ont renseigné sur ce qui était digne d'être récompensé ou approuvé, ou au contraire, désapprouvé. Le spectateur impartial, c'est une personne lambda qui ne serait pas particulièrement amie avec nous, ou avec la personne que nous jugeons, et qui prononcerait un jugement sur ce qui est en train de se produire. Ce spectateur, c'est un peu l'équivalent d'une petite voix dans notre tête qui nous dirait ce qui est bien ou pas, mais sauf que dans la théorie de Smith, il s'agit d'un point de vue extérieur à nous, que nous sommes capables de consulter à tout moment, et que nous avons intériorisé par le biais de notre expérience, que nous avons fait de notre vie en société. Je vous donne un exemple pour illustrer ça, un exemple qui me tient à cœur, normalement même mes élèves le savent. Dans le top 3 ou 4 des choses qui m'énervent le plus au monde, il y a les gens qui entrent dans un train ou dans un tram, ça marche aussi avec le métro pour mes abonnés qui seraient parisiens ou lyonnais par exemple, et qui ne laissent pas les personnes descendre. Elles entrent comme des brutes sans même laisser le temps aux gens de descendre. Bon, eh bien moi personnellement ça m'énerve tellement qu'un jour j'ai bien cru que j'allais démolir un individu de ce type. Il a été sauvé in extremis par la porte qui se ferme automatiquement, mais justement, est-ce légitime que cela éveille en moi des pulsions de violence, alors qu'en temps normal j'arrive quand même, comme tout philosophe, à me contrôler à peu près, voire totalement? Eh bien, peut-être pas, car si un spectateur m'observait dire des insanités ou manquer de frapper une personne, dont le comportement est certes inadmissible, vous qui suivez mon récit, vous êtes d'ailleurs l'équivalent de spectateurs impartiaux, cette personne, qui pourrait être vous également, se mettrait à me juger. Elle me lancerait un regard désapprobateur en voyant ma grande main de géant manquer de s'abattre sur la figure de cet individu impoli. Certes, cette personne est le produit de l'individualisme et du manque de civilité que nous ne connaissons que trop bien, mais enfin, la violence physique n'est peut-être pas la réponse la plus proportionnée ou adéquate, non ? Et si en voyant ce regard par sympathie, j'en tiens compte, eh bien je vais simplement me contenter de râler un coup ou de souffler, c'est-à-dire que ma réaction initiale je vais la tempérer, vous voyez, elle va d'elle-même se réguler, et la personne qui a assisté à la scène pourrait même approuver ma réaction, car elle trouve ce comportement dont j'ai été victime, moi et quelques autres passagers, inapproprié, elle aussi. En fait, le fait que nous soyons entourés de personnes différentes et qui portent un regard plus ou moins bienveillant sur ce que nous faisons, nous influence, et de telle sorte que, de la même façon, c'est pas que ce conditionnement-là nous permet justement de nous contrôler nous-mêmes. Mais c'est pas un conditionnement qui est artificiel pour Smith. Ça a lieu naturellement, car une société ne peut se développer que si nous avons des actes mesurés et si nous conservons une certaine justesse, une certaine mesure dans nos actions et dans nos jugements. Ce genre d'expérience que j'ai décrit et qui nous confronte au jugement de l'autre a un effet régulateur, mais surtout c'est par abstraction, ce qui nous permet d'intérioriser et d'intégrer dans notre jugement un point de vue froid et impartial qui correspond à cette justesse de jugement sans laquelle nous ne pourrions pas cohabiter. Ce qui est très intéressant dans la théorie de Smith, c'est qu'autrui ne nous abandonne jamais. Même si nous nous apprêtons à commettre un crime ou quelque chose que nous savons être répréhensible moralement, nous pouvons le savoir car nous sommes en mesure de consulter son point de vue à tout moment. Il suffit pas d'avoir le regard de l'autre qui nous surveille pour savoir si ce qu'on s'apprête à faire c'est bien ou pas bien, vous voyez. Puisqu'après ce regard du spectateur impartial va être, il va être en nous, on pourra le consulter à tout moment. Le spectateur impartial qui est en nous peut à tout moment se dire, si quelqu'un voyait ce que je m'apprête à faire, quel jugement porterait-il sur ma personne ? Nous avons donc un regard extérieur par rapport à nous, en tout cas nous avons cette possibilité grâce à cette faculté qui nous permet d'imaginer ce qu'une personne qui ne nous connaît pas
et n'est ni notre ami ni notre ennemi penserait de nous. Mais alors, comment expliquer que cette autorégulation ne marche pas à la perfection et qu'il existe des criminels ou des vauriens qui s'engouffrent dans les tramways, quitte à piétiner les vieilles dames qui tentent de sortir à leur rythme ou bousculer les grands gaillards professeurs de philosophie qui ne vaut mieux pas contrarier, tout professeur de philosophie qu'il soit. Comment expliquer cet aveuglement moral ou en tout cas le fait que le spectateur impartial soit aux abonnés absents chez certains? Alors, il y a deux pistes possibles. Soit ces personnes manquent d'expérience et ne sont pas encore, on va dire, ne se sont pas encore pris suffisamment de regards des approbateurs dans la face, ou de claques, c'est selon. Soit, et c'est une piste plus intéressante que creuse Smith, dans l'extrait que je vais citer à présent, la sympathie a beau être à la base des sentiments moraux, elle n'englobe pas tous les individus que nous pouvons rencontrer. Le criminel serait capable de sympathie, mais il en aura pour un nombre très limité de personnes par exemple. Et l'autre aspect de la théorie de Smith qu'il faut bien comprendre, c'est que la sympathie dans son fonctionnement nécessite le recours à une autre faculté, l'imagination, et qu'elle ne permettra jamais, par elle seule, d'être absolument irréprochable moralement parlant, du fait qu'elle ne permette jamais de se mettre à la place de l'autre de façon stricte. Je cite Adam Smith, « Aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres, et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu'il n'en retire rien d'autre que le plaisir de les voir heureux. De cette sorte est la pitié ou la compassion, c'est-à-dire l'émotion que nous sentons pour la misère des autres, que nous la voyions ou que nous soyons amenés à la concevoir avec beaucoup de vivacité. Que souvent notre chagrin provienne du chagrin des autres est un fait trop manifeste pour exiger des exemples afin de le prouver. En effet, ce sentiment, comme toutes les autres passions originelles de la nature humaine, n'est pas seulement éprouvé par les hommes vertueux et doués d'humanité, quoique peut-être ces derniers puissent le sentir avec la plus exquise sensibilité. Le brigand le plus brutal, le plus endurci de ceux qui violent les lois de la société, n'en est pas totalement dépourvu. Parce que nous n'avons pas une expérience immédiate de ce que les autres hommes sentent. Nous ne pouvons former une idée de la manière dont ils sont affectés qu'en concevant ce que nous devrions nous-mêmes sentir dans la même situation. Que notre frère soit soumis au supplice du chevalet, aussi longtemps que nous serons à notre aise, jamais nos sens ne nous informeront de ce qu'il souffre. Ces derniers n'ont jamais pu et ne peuvent jamais nous transporter au-delà de notre personne. Ce n'est que par l'imagination que nous pouvons former une conception de ce que sont nos sensations. Et cette faculté ne peut nous y aider d'aucune autre façon qu'en nous représentant ce que pourraient être nos propres sensations si nous étions à sa place. Ce sont les impressions de nos sens, seulement, et non celles des siens, que nos imaginations copient. Par l'imagination, nous nous plaçons dans sa situation, nous nous concevons comme endurant les mêmes tourments, nous entrons pour ainsi dire à l'intérieur de son corps et devenons dans une certaine mesure la même personne. » Fin de citation. Et évidemment, quand Smith dit dans une certaine mesure, c'est essentiel pour éviter des contresens. Donc ce que nous dit Smith, en gros, c'est que même le méchant brigand, il a quand même de la sympathie, il en a pas pour grand monde, hein, c'est ça qui le différencie essentiellement de nous. Mais vous savez, quand c'est comme ça, au moins, il a la mama ou le grand frère, la grand-mère, qui attendrit encore son cœur, hein, par exemple. La sympathie est donc relative à une certaine extension, elle nous rendra d'autant plus sensibles aux autres et à ce qu'ils peuvent ressentir que nous serons une bonne personne ou non. Et surtout, ce que nous dit Smith, c'est que la sympathie implique une phase de désintéressement, c'est-à-dire que pour un moment je me décentre de mon point de vue. Et ensuite, par mon imagination, qui est une faculté essentielle à la moralité, je me mets à la place de l'autre. Si on reprend l'expérience du regard dont j'ai parlé auparavant, j'essaye d'intégrer ce qu'il doit penser de moi au sein même de ma conscience. Quand il me voit être à deux doigts de frapper quelqu'un qui a été
très impoli, vous voyez, par exemple. Donc, toutefois, justement, l'expérience que nous faisons du ressenti de l'autre n'est jamais immédiat. Il est forcément effectué par comparaison, donc avec une certaine mesure, avec ce que nous ressentons nous-mêmes, et que nous ressentirions si nous étions dans la même situation que lui. Le fait que nous ne soyons pas naturellement des affreux ou des personnes résolument égoïstes, et qu'il y ait une morale naturelle, est ici suggéré par l'expérience d'un sentiment de tristesse ou de joie que nous pouvons ressentir en assistant à la souffrance ou à la joie visible de l'autre, même si évidemment il faut pour cela avoir un minimum de sympathie pour cette personne. La pitié ou la compassion qui nous font participer à la souffrance de l'autre dérivent de la sympathie, puisqu'il faut qu'une connexion ait lieu initialement. Vous voyez, c'est pour ça que Smith fait de la sympathie le sentiment premier à la base de toute forme de sentiment moral. Dans un premier temps, j'observe mon prochain, donc là je résume, on va dire, le mécanisme de la sympathie. Dans un premier temps, j'observe mon prochain, je le reconnais comme un autre moi-même, et donc ce qu'il va dire ou faire va être l'objet de mon jugement, dans une perspective sociale. Je me décentre de mon point de vue, et à partir de mon imagination, je vais imaginer ce qu'il ressent à partir de l'expression de son visage ou de la situation dans laquelle il est. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, et en même temps, bon, bah là, c'est une thèse qui est impossible à contredire. Je vais me l'imaginer toujours à partir de moi-même. Hein. Même si une personne qui nous est familière était torturée, nous ne pourrions jamais, à strictement parler, nous mettre à sa place. Nous pouvons l'imaginer, en revanche. Je ne vais pas me transporter dans le corps de la personne qui souffre, mais je vais virtuellement m'imaginer à sa place, et à partir de mon vécu et de mes sensations, essayer de ressentir par procuration ce que l'autre ressent. Et évidemment, au plus, le vécu apparent qui se dégage de ce que l'autre a l'air de ressentir semblera se rapprocher de mon vécu à moi, en tout cas d'un vécu que j'ai eu l'occasion d'avoir dans une situation similaire. Bah là, ça sera plus facile d'imaginer, vous voyez, même si de toute façon, il n'y a pas de comparaison, en tout cas, il n'y a pas d'identification qui puisse valoir absolument quand j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un, par définition, puisque je ne sors pas de mon point de vue, je ne sors pas de mon corps. Vous voyez, bon, ça c'est profond, et en même temps, c'est vrai. Donc, toutefois, je ne peux pas me mettre à la place de l'autre, hein. Je peux seulement me représenter sa souffrance ou ses émotions à partir de moi-même, même en me décentrant de mon point de vue dans le cadre de la sympathie, qui permet de ne pas agir et penser qu'en fonction de notre seule personne, l'expérience constitutive de la morale a ses limites. Si je ne peux pas souffrir de la même manière ou avec la même intensité que l'autre, car je ne suis pas lui, et il en va de même pour la joie qu'il peut ressentir, alors mes actes, qu'ils soient moraux ou non, ne profiteront ou ne nuiront jamais exactement de la même manière qu'ils me profiteront ou me nuiront à moi-même. Si nous sommes naturellement sociaux et naturellement réceptifs à ce que l'autre peut penser ou vivre, nous ne le sommes pas de manière égale en fonction de notre degré de sympathie avec notre prochain, et surtout, nous ne serons jamais autant affectés par ce qui arrive à l'autre qu'à partir du moment où cela nous arrive directement. S'imaginer ce que l'autre ressent est utile et nécessaire à la morale, mais ce n'est pas pour autant que ce ressenti nous amènera à ne faire qu'un avec notre prochain. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer concernant cette théorie souvent méconnue d'Adam Smith. Je pense que c'est une réflexion intéressante qui permet de reconsidérer sous un angle empirique la morale et ce que l'on nomme habituellement la conscience morale. Je ne sais pas encore très exactement sur quoi portera mon prochain enregistrement, même si j'ai quelques idées. Mais bon voilà, ce sera probablement un auteur de l'époque moderne que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne. En attendant, je vous remercie pour la sympathie que vous m'auriez éventuellement témoignée, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée.